Alors, bienvenue à tous à ce plateau TV. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons discuter aujourd'hui des leviers de développement de l'officine. Pourquoi c'est important, et nous avons choisi ce sujet des leviers de développement de l'officine avec nos experts, c'est puisqu'on est dans un contexte qui l'impose aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte où on est en pleine réforme du système de santé et de soins au Maroc. Effectivement, on a la commission du nouveau modèle de développement qui a beaucoup insisté sur le secteur de la santé et sa réforme. On a le Covid et le post-Covid aujourd'hui qui nous a montré à quel point le système de santé était important pour notre pays, pour sa souveraineté sanitaire, mais également sa souveraineté économique. Et puis, on a donc, suite au discours royal récent de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, des chantiers, nombreuses initiatives, nombreux chantiers qui démarrent, notamment la généralisation de l'assurance maladie, l'ouverture de plusieurs structures de soins. Et tous les acteurs de santé vont être vraiment au centre de cette réforme-là en tant qu'acteurs et non pas uniquement en tant que spectateurs. Donc aujourd'hui, le pharmacien de l'officine, en tant qu'acteur majeur de la santé et professionnel de la santé, qui est au premier niveau du parcours du soin du patient, doit se préparer à cette réforme de la santé et épouser son nouveau modèle économique, réfléchir à son positionnement par rapport à ce modèle économique et donc identifier quels sont les leviers qu'il peut activer de manière effective, opérationnelle et à court terme, à partir même de demain, en sortant de ce plateau TV suite aux recommandations et aux conseils de nos éminents experts ici présents. Je vais vous présenter donc notre premier intervenant, qui est M. Amin Mansouri, qui est directeur de IKVIA Consulting et Technologie Afrique. Monsieur Mansouri va nous parler de l'état des lieux du marché pharmaceutique, de ces enjeux-là suite à la réforme du système de santé. Quels sont les enjeux du marché pharmaceutique aujourd'hui et quels sont les enjeux pour le pharmacien? Nous allons ensuite enchaîner sur la présentation de Monsieur Abdrahim Draji. Monsieur Abdrahim Draji, parmi nous, est fondateur des sites pharmacie.moi et médicaments.moi, mais également pharmacien d'officine à Mohamedia. Merci pour votre présence. Nous allons avoir l'intervention et le retour d'expérience pratique et vrai du vécu de nos chers pharmaciens d'officine à Casablanca et à Rabat. Je nomme M. Taoufik Draz, qui est pharmacien d'officine à Casablanca, pharmacie Vita, qui va nous parler de son retour d'expérience, de son vécu par rapport à ce que les experts vont recommander. Et Madame Siham Didouche, pharmacienne d'officine à Rabat et qui est homéopathe de formation, formée en nutrition ainsi qu'en phytoaromathérapie. Nous donnerons ensuite la parole à M. Dessouli qui va nous parler des leviers financiers. Et effectivement, le nerf de la guerre d'un pharmacien, il est un professionnel de la santé, certes, il est un scientifique, mais il est aussi un chef d'entreprise qui doit absolument veiller à la viabilité économique de son entité. Donc, M. Dessouli accompagnera ces recommandations de conseils en fiscalité, en gestion financière par rapport à des choses que le pharmacien d'officine peut activer dès le lendemain. Enfin, nous allons aborder la thématique de la formation continue comme un levier majeur pour le développement de l'officine avec M. Ahmed Bennana. M. Ahmed Bennana, qui est expert en management pharmaceutique, mais également professeur en management pharmaceutique à plusieurs universités marocaines. Merci d'être parmi nous. Et M. Rachid Founoun de l'OFPPT qui nous parlera également de la formation continue et des mécanismes possibles à activer pour le remboursement et l'accès plus facile à ce genre de formation. Merci à tous de votre présence. Merci à tous pour votre implication. Et je donne sans trop tarder la parole à M. Amin Mansouri pour sa présentation. Bienvenue. Merci Noha. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré et très heureux de pouvoir participer à ce bel événement. Comme disait Noha, un événement qui arrive à un moment particulier où notre pays est au carrefour
de nombreux chantiers structurants et ambitieux dans le secteur de la santé et par ricochet dans celui de la pharmacie, avec des répercussions, Inch'Allah, très positives sur le milieu officinal. Alors, je vais commencer ma présentation par un aperçu du marché pharmaceutique au Maroc. Alors, on parle ici du marché pharmaceutique privé, circuit officine. Donc, il faut dire que le marché pharmaceutique est sur une tendance assez positive, puisqu'on voit que sur la dernière année, on est sur une croissance de 17% par rapport à la même année, la même période de l'année précédente. Et ce qu'on appelle le CAGR, le cumulé sur les 3 dernières années, de 2019 à 2022, on est sur une croissance de 8%. Cela en valeur. Dans le graphique de bas, en volume, on est pratiquement sur les mêmes tendances. Donc on est à 17% sur la dernière année, de 2021 à 2022, et une croissance de 6,6% sur les 3 dernières années, de 2019 à 2022. Alors, ces ventes-là, si on devait les splitter ou les catégoriser entre les génériques et les princeps, donc on voit que les génériques dominent légèrement le marché. On est à 42%, donc, ce qui témoigne de la pénétration des génériques sur le marché. Les princeps sont à eux à 39%. Et puis enfin, en bas à droite, le split entre les laboratoires multinationaux et les locaux. On voit que les multinationaux sont à 55% de part de marché et les locaux à 45%. Sachant que à la fois les locaux et les multinationaux ont réalisé de belles croissances sur la dernière année. Alors, le top 15 des laboratoires au Maroc, comme je disais, on est sur une tendance qui est haussière. Le marché s'est bien comporté dernièrement. C'est vrai qu'il y a eu l'effet pandémie, effet Covid, avec les ventes, bien sûr, de plusieurs catégories pharmaceutiques qui ont impulsé un peu le marché. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer, qu'on verra par la suite. Donc, comme on voit, encore une fois, les 2 dernières colonnes, donc la dernière représente la croissance ou l'évolution sur la dernière année en valeur. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont tiré leur épingle du jeu avec de belles croissances, 30%, 19%, 28%. C'est des croissances auxquelles on n'était plus habitué depuis un certain moment. Et puis, on voit aussi la croissance sur les 3 dernières années, c'est l'avant-dernière colonne. On est aussi sur des chiffres assez positifs. Alors, quelles sont les aires thérapeutiques principales du marché pharmaceutique au Maroc, marché de ville, un marché officinal? Donc, bien sûr, sans surprise, les antibactériens systémiques arrivent en tête. Donc, ils ont 12% de part de marché. Et puis, donc, 39% quand même de croissance sur la dernière année. Bon, c'est expliqué en partie par le fait que ces antibactériens systémiques rentraient souvent dans les protocoles anti-Covid. Alors après, on le verra par la suite, dans notre pays, il y a une montée en flèche, bien sûr, des maladies chroniques, donc notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer. On voit les antihypertenseurs qui sont en 2e position, qui ont réalisé aussi une croissance. Et puis, on voit d'autres aires thérapeutiques qui ont beaucoup cru cette dernière période, donc notamment l'allergie, les préparations contre la toux et les rhumes, ou encore les antidiabétiques. Alors, quels sont les facteurs qui vont conditionner la croissance du marché pharmaceutique au Maroc sur les prochains mois, sur les prochaines années? Donc, on a vu que le marché était sur une dynamique positive. Et on s'attend à ce que cette dynamique continue en raison de plusieurs facteurs. Alors, un des facteurs principaux, je disais tout à l'heure, il y a une montée en flèche des maladies cardiovasculaires, du diabète, du cancer, tout ce qui est maladie chronique, qui est en partie lié au vieillissement de la population. Il faut dire que la tranche d'âge des 60 ans et plus est la fourchette d'âge qui a le plus cru au Maroc ces dernières années. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, on le verra par la suite. Alors, bien sûr, une augmentation des dépenses de santé qui sera due à plusieurs raisons. Bien sûr, le
le grand chantier ambitieux impulsé par la volonté royale de l'extension de l'AMO, de l'assurance maladie obligatoire, à l'ensemble de la population. On verra par la suite une slide qui dresse l'état des lieux. Mais le Maroc a l'ambition de se doter d'une assurance maladie obligatoire qui est étendue à l'ensemble de la population à 100% à horizon 2025, Inch'Allah. Une extension, bien sûr, des infrastructures de santé. On voit qu'il y a beaucoup de développement des structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, il y a le CHU de Lyon qui arrive, il y a plusieurs CHU. On parle d'un deuxième CHU éventuellement à Casablanca. Donc, il y a une belle dynamique dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, il y a un meilleur accès aux soins. Alors, modification de l'environnement de tarification et d'accès au marché. Alors, on a une nouvelle donne aujourd'hui avec la généralisation de l'assurance maladie. Il faut que toutes les parties prenantes de l'écosystème, donc à savoir le gouvernement, l'industrie pharmaceutique, les médecins, les pharmaciens, puissent trouver un consensus pour que ce projet, cette ambition de couvrir l'ensemble de la population marocaine soit une réalité d'ici 2025. Donc, certainement, il y aura des changements, des concessions par rapport au prix, par rapport au remboursement. Donc, on verra ça par la suite. Un essor de l'industrie pharmaceutique locale. Aujourd'hui, post-pandémie, donc beaucoup de pays, dont le Maroc, ont compris l'importance de miser, de faire confiance à l'industrie pharmaceutique locale. On a vu que pendant la pandémie, il y a eu une rupture de la chaîne logistique avec pas mal de ruptures. Donc aujourd'hui, on se dirige vers le concept de souveraineté nationale en termes de santé et de médicaments aussi. Donc on verra un avènement d'une industrie pharmaceutique locale performance et aussi tournée vers les nouvelles biotechnologies. L'adoption des génériques et des biosimilaires, on le voyait dans la slide précédente, le Maroc est un des pays de la région MENA avec une forte pénétration des génériques. On s'attend que cette tendance continue dans les années à venir. Et puis l'adoption de la santé numérique, je pense que c'est quelque chose, un volet qu'on va discuter par la suite. Alors, juste une idée sur l'état des lieux de l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 55% de la population marocaine qui est couverte. Donc, 45% sous la tutelle du public, donc sous l'ANAM, et puis 10% sous tout ce qui est assurance privée. Donc 45% aujourd'hui des Marocains ne sont pas couverts, mais des efforts sont faits actuellement, on le sait, pour que progressivement toutes les tranches de la population soient incluses dans l'AMO à horizon 2025. Il y a du boulot, mais je pense que l'ambition est là et les actions qui sont entreprises sont de sorte à ce que ça aboutisse dans les années qui viennent. Alors, je voulais montrer cette slide qui est intéressante, qui montre un petit peu l'évolution de la consommation des médicaments par les Marocains, donc en nombre de boîtes et en montant, en valeur. Alors, on voit que sur les 10 dernières années, de 2010 à 2020, chaque Marocain a consommé 11 boîtes en 2020, donc ce qui représente une petite augmentation par rapport à 2010. On était pratiquement à 9 boîtes. Puis cela converti en dirhams. Aujourd'hui, le Maroc est à 522 dirhams par personne par an en médicaments. C'est un chiffre qui, quand on le compare à des chiffres similaires dans des pays de la région, reste en deçà de ce qui se pratique. Mais c'est un chiffre, bien sûr, qui est amené à se développer, à croître dans les années à venir à la lumière de l'assurance maladie obligatoire. Alors, on a beaucoup parlé de la baisse des prix en 2014. Donc, cette slide-là, c'était juste pour montrer l'importance de l'assurance maladie dans un système de santé. Alors, en 2014, bien sûr, en juin 2014, on a assisté à la baisse massive des prix des médicaments.
on s'attendait à ce que cette baisse puisse faciliter l'accès d'une grande partie de la population aux médicaments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit l'impact de la baisse des prix, elle n'a pas eu une conséquence significative sur le marché, puisque le marché n'a bougé que de 1,3%. Alors, si on devait comparer ça à la mise en place de l'AMO initialement, donc qui a eu lieu en 2006, lorsque l'AMO avait été mise en place, le marché avait pratiquement doublé. Donc, ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que l'accès aux soins, l'accès à la médication n'est pas tant une question de prix, mais une question de couverture holistique. Il faut que la population soit couverte, il faut que le parcours de patient soit respecté, il faut aller chez le médecin, il faut par la suite aller chez le pharmacien. Donc, c'est la couverture qui va faciliter l'accès et non pas la baisse des prix. Et puis enfin, aujourd'hui, le pharmacien, bien sûr, dans l'écosystème, se positionne comme un acteur incontournable de cette nouvelle refonte du système de santé. Bien sûr, il y a des prérogatives, des responsabilités que les pharmaciens ont fait de tout temps. Mais quand on fait un benchmark, peut-être au niveau d'autres pays européens ou en Amérique, on voit que les pharmaciens peuvent encore se positionner sur des segments qui peuvent leur permettre de diversifier l'offre de soins au niveau des officines. Donc on parle bien sûr de prévention, on parle de gériatrie, prise en charge des personnes âgées, on parle de tout ce qui est nutrition, bien-être et dermocosmétique. On parle de dépistage aussi, que ce soit pour le diabète ou pour autres. Donc autant de segments qui peuvent permettre aux pharmaciens à la fois de renforcer son rôle dans l'ensemble de l'écosystème des offres de soins, mais aussi de diversifier l'offre de soins au sein de son officine. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je passe la parole à Noah pour l'ouverture du débat. Merci beaucoup, M. Mansouri. Merci, M. Mansouri, pour cette intervention qui nous a vraiment dressé un bon panorama du marché pharmaceutique. Donc, on retient bien qu'il y a une très forte croissance et qu'il y a beaucoup d'enjeux pour le pharmacien. Et je vous invite, M. Draji, à nous en dire un peu plus par rapport à la généralisation de l'AMO. Comment le pharmacien peut-il se préparer à cette couverture maladie universelle par rapport au levier de la digitalisation. Donc, on sait que le digital aujourd'hui, après Covid, on ne peut plus s'en passer. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'exercice officinal? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Donc, on m'a chargé de parler du volet digitalisation. Donc, comme vous le savez, nul ne peut ignorer que la digitalisation est en train de toucher tous les secteurs. Et la pharmacie ne fait pas exception. C'est fini le temps où on allait acheter un billet dans une agence. C'est fini le temps où on allait chez une agence pour avoir un billet d'hôtellerie. Les paiements de tout ce qui est facture se fait de plus en plus via Internet. Et même plus que ça, même aujourd'hui, on commande à manger via Internet. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Qu'on le veuille ou pas, c'est une dynamique. Les consommateurs souhaitent consommer autrement. Et donc, les choses sont en train de changer. Et la pandémie a joué pour plusieurs secteurs un rôle clé puisqu'elle a boosté plus ou moins cette digitalisation. Elle l'a accélérée. Et on a vu que les administrations et les entreprises qui avaient de l'avance, qui avaient anticipé la digitalisation, ont pu s'en sortir et ont préservé leur rôle. Donc, leurs services ont été gardés pour payer les impôts. On n'avait pas besoin d'aller aux impôts. Et il y a beaucoup de services qu'on pouvait faire à distance. Donc, la période de confinement a quand même soulevé le retard qu'il y a chez nous. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un dossier numérique patient et on pouvait le consulter justement pour dépanner tous ces malades qui n'ont pas pu aller chez leur médecin tout simplement parce qu'il y a des cabinets qui avaient fermé,
Au lieu de ça, donc, on se retrouvait avec, puisqu'on n'a pas de dossier numérique, on n'avait pas d'historique, on se retrouvait avec des malades qui arrivaient avec des ordonnances scannées, mais malheureusement, la loi ne nous permet pas de délivrer des psychotropes à partir d'ordonnances scannées. Donc, plus que ça, donc on n'a pas une messagerie sécurisée entre les médecins et les pharmaciens et les structures de soins. Donc, quand on recevait une ordonnance avec un email, un Gmail et tout ça, les données personnelles ne sont pas protégées, le secret médical non plus, et donc il y a une vulnérabilité dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne Justement, je voudrais rebondir sur ça. Vous nous dites toutes les difficultés, mais qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il y a des solutions, des logiciels métiers qu'on peut mettre en place pour faire face à ces freins-là? C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un système qui est mis en place, un système qui prend en considération tous les intervenants, c'est-à-dire il faut que la liaison médecin-pharmacien soit sécurisée, la liaison pharmacien et autres structures de soins soient sécurisées, parce que bon, on ne peut pas jouer avec les données à caractère personnel, comme il y a un secret médical à préserver. Donc il y a des choses à mettre en place. Et pour terminer mes propos, donc je parlais un petit peu de cette évolution d'Internet. Quand on voit au niveau de certains pays comme la France, aujourd'hui en France, la vente des médicaments, au départ il y a eu beaucoup de résistance, mais actuellement il y a de la vente des médicaments par Internet. Bien sûr, mais tout ça est bien encadré. Il faut que le pharmacien soit inscrit pour qu'il puisse pratiquer cette vente en ligne. Il faut que la vente en ligne se fasse au niveau de la pharmacie, donc le pharmacien ne peut pas vendre dans un local qui n'est pas situé au même dans la pharmacie. Donc il y a un certain nombre de prérequis à mettre en place. Et vous avez même des pays comme les États-Unis, où carrément les mastodontes de la distribution en ligne qui ont commencé à distribuer des médicaments pour certaines catégories de personnes. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une évolution. Cette évolution va dans le sens de la digitalisation et on doit nous aussi nous y mettre. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre. Par exemple, quand on prend le click and collect, c'est-à-dire qu'un patient va rentrer dans votre pharmacie virtuelle et passer une commande. Rien ne l'interdit du moment que ce patient passe à la fin, vient à la pharmacie pour récupérer ses médicaments. Donc l'acte officine, l'acte pharmaceutique est bien là. Donc rien ne nous empêche de faire le click and collect, comme rien ne nous empêche de faire de la vente en ligne de produits non médicamenteux. La loi aujourd'hui permet, d'ailleurs il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça, et d'ailleurs le grand risque c'est qu'il y a des pure players, des gens qui ne sont ni pharmaciens, ni ils ne sont même pas du secteur, puis qui s'intéressent au commerce qui est fait au niveau de la pharmacie. Donc si nous, on ne s'y met pas tout de suite, il y a d'autres personnes qui vont, la nature a horreur du vide, puis donc il y a d'autres acteurs qui vont prendre la vente de ces produits-là. Merci, Monsieur Draghi. Justement, ça m'amène à la question. Il y a une réglementation en vigueur, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. La pharmacie 2.0 a-t-elle sa place au Maroc? Concrètement, la vente en ligne de quoi, comment? Donc, au fait, comme j'ai expliqué, il y a certaines tâches, certaines missions que nous pouvons faire actuellement avec la loi actuelle. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le click and collect qui peut se faire en passant par une application ou carrément en commandant au niveau du site de la pharmacie. Donc, ça peut se faire. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est le logiciel de gestion de l'officine, et qui est pour moi le centre de cette digitalisation. Sans ces LGO, si nos logiciels de gestion d'officine, s'ils n'évoluent pas, on ne pourra pas évoluer. Et là, si vous le permettez, donc, les anciens logiciels, c'était essentiellement des logiciels de gestion de stock. C'était surtout le stock. Les logiciels de gestion actuels, et ce sont des logiciels cloud, ils apportent d'autres fonctionnalités et ils peuvent nous permettre d'évoluer. Alors, Alors, donc, parmi les derniers exemples, donc ça va vous paraître pas très important, mais avant les plus anciens d'entre vous, je vois qu'il y en a ici quelques-uns, donc on faisait dans le temps des commandes en ligne.
Les commandes, on avait d'anciens modems et on passait la commande seulement à cette époque-là. Donc on avait soit le logiciel avec telle grossisterie ou avec telle autre grossisterie. Donc on ne pouvait pas faire avec tout le monde. Maintenant, avec par exemple le logiciel dont je dispose actuellement, donc c'est un logiciel, je passe ma commande en ligne et c'est parmi les choses les plus importantes qui ont changé dans ma vie tous les jours ces derniers temps. Donc aujourd'hui, je passe commande quand je veux. Je suis sûr que je n'ai pas d'erreur. Pendant la garde, je prends tout mon temps, j'attends la fin de la garde pour passer commande. Donc au fait, cette commande en ligne qui n'est rien du tout peut nous faire gagner beaucoup de temps qu'on peut utiliser pour mieux nous occuper de nos patients. Donc je pense que le LGO est très important, sans compter que ce LGO il peut être utile pour le pharmacien et il peut aussi être utile pour la profession. Alors si on pouvait exploiter toutes les datas que génèrent ces LGO, bien sûr on va les utiliser d'une manière anonymisée et on pourra donc savoir est-ce que le taux de pénétration du médicament générique, on peut avoir toutes sortes d'informations. Quand il y a une mesure qui est prise au niveau de l'administration, comme par exemple quand on a mis en place le décret de fixation des prix du médicament, on peut savoir tout de suite est-ce qu'il y a eu un impact ou pas. Et ça, les éditeurs de logiciels d'officine peuvent nous apporter énormément dans ce sujet. Effectivement, c'est le data management pour la pharmacie et le fait d'avoir une data centralisée vous permet aussi de vous comparer à vos pharmacies concurrentes et de connaître un petit peu le pricing qui s'opère, que ce soit sur les produits pharmaceutiques que paramédicaux également. Si vous voulez, je Oui. peux détailler un petit peu. Donc, j'ai pu approcher, voir de près, une expérience qui a été menée Bon, ça existe dans plusieurs pays, mais j'ai pu voir une expérience française où tout simplement, on a créé des communautés d'utilisateurs. Donc, l'éditeur de logiciels, avec les pharmaciens qui ont ce même logiciel, travaillent ensemble. Quel est l'avantage? C'est que les pharmaciens qui sont dans ce groupement, je dis dans cette communauté d'utilisateurs, peuvent connaître par exemple le pourcentage du stock, c'est-à-dire combien par rapport à le pourcentage du stock par rapport au chiffre d'affaires, des crédits, le chiffre d'affaires réalisé par rapport au stock de la pharmacie. Donc, et ces pharmaciens, au fait, dans ces groupements, il y a des pharmaciens qui vont apparaître comme des experts. Et ces pharmaciens experts qui vont avoir les meilleures performances peuvent aider les autres pharmaciens à avancer. Puisque si moi je fais des crédits, par exemple, et je sais que je fais 2 fois plus de crédits que les autres, donc je dois revoir ma stratégie, ça veut dire que je perds de l'argent quelque part. Donc c'est un système qui permet d'améliorer, de tirer vers le haut un peu tout le monde. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Draghi. Et justement, quand vous parlez des pharmaciens qui ont déjà fait les meilleures et les bonnes pratiques, nous pouvons avoir aussi le témoignage de Monsieur Draz suite à ça. Mais avant de passer au témoignage de Monsieur Draz, je souhaiterais aussi voir un point avec vous par rapport à la digitalisation. Un point qui fait débat, c'est la communication digitale. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment le pharmacien peut-il exploiter la communication digitale sans être à l'encontre des réglementations en vigueur? Au fait, ce qui est intéressant au niveau, par exemple, des réseaux sociaux et tout ça, c'est que la facilité d'utilisation, presque n'importe quelle personne peut en une journée paramétrer une page Facebook ou créer un système pour faire le mailing via WhatsApp. Donc on peut faire énormément de choses et il y a des pharmaciens qui ont essayé, qui ont créé des chaînes, des chaînes YouTube par exemple, et malheureusement souvent on stigmatise un peu les pharmaciens qui essayent d'innover. Bien sûr, quand ils vont innover, ils vont faire des erreurs. Il faut juste mettre en place des garde-fous et il faut encourager ces pharmaciens, surtout les jeunes qui viennent avec plein d'idées. Il faut les encourager et il faut justement que ces jeunes-là aident les moins jeunes pour mieux exploiter ces réseaux sociaux. Donc, au fait, il y a une règle déjà d'or à ne pas oublier, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose en virtuel, alors que la loi ne nous permet pas de le faire en réel. Où nous avons la pharmacie, contrairement aux autres commerces et tout ça, il y a un code de déontologie. On doit respecter ce code de déontologie dans notre travail de tous les jours, comme on doit absolument
le respecter quand on travaille sur Internet, ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, on ne peut pas faire du colportage, donc quand on travaille sur la toile, la même chose. Et il y a un certain nombre de choses, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui fait une chaîne YouTube et qui diffuse des messages, qui poste des vidéos, des séquences vidéo, bien sûr, il ne peut pas parler de nom de spécialité, il doit absolument parler en DCI. Et en plus de ça, les propos qu'il utilise, les termes qu'il utilise, les références, tout doit être référencé. Nous ne sommes pas le pharmacien, je suis désolé, on n'est pas des n'importe qui, entre guillemets. Un pharmacien, quand il écrit quelque chose sur la toile, il doit être responsable, il doit avoir des références, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc, au fait, il faut que le contenu soit réellement de qualité et conforme un peu à ce qui se fait. Il y a aussi un autre point qui n'est pas moins important, c'est le mailing. Il y a des pharmaciens qui sont tentés de faire le mailing avec leur clientèle. La loi ne l'interdit pas, mais elle le cadre. C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, envoyer du courrier à vos patients, soit pour leur rappeler des choses, soit pour leur souhaiter tout simplement une bonne fête, ou leur donner des conseils, par exemple à l'occasion de la journée contre le tabac, leur envoyer un petit écrit. Seulement, il faut absolument avoir leur accord. La Commission nationale de protection des données personnelles a des exigences. Donc, on ne peut pas envoyer à quelqu'un un courrier ou un message si on n'a pas son autorisation. Et ça peut se faire. C'est-à-dire, au moment où vous voulez prendre votre courrier, vous pouvez imprimer un petit papier, il vous le signe, où vous lui dites exactement ce que vous allez faire avec son numéro de téléphone. Donc ça, c'est une partie, mais c'est assez vaste. Mais au fait, pour résumer, un pharmacien qui veut réellement, parce que le problème des réseaux sociaux d'une page Facebook, c'est qu'elle demande beaucoup de modération. Quand on est jeune pharmacien, quand on commence ou quand on n'a pas beaucoup de clients, c'est pas grave. Mais quand vous êtes débordé, quand vous avez beaucoup de clients, des commandes à passer, ou quand vous travaillez en sous-effectif, donc vous devez absolument éviter les tâches trop chronophages. En plus de ça, si vous mettez une page et quelqu'un vous pose une question et quand vous ne répondez pas, c'est pas bon pour votre image de marque. Donc, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, il faut plutôt exploiter les réseaux sociaux pour rediriger vers un site et vous pouvez mettre en place un site et c'est ce site-là, au fait, que vous allez pouvoir... c'est-à-dire il y aura moins de modération et on a toutes les caractéristiques et tout. Et je déplore quand même qu'il y ait des pharmaciens, ils n'ont même pas pris le temps de donner les informations concernant leur pharmacie sur Google. Alors que maintenant, n'importe quelle personne qui cherche une pharmacie, il va rentrer le nom de la pharmacie. S'il ne trouve rien, c'est bien dommage. Donc, il y a des petites choses qui... Merci beaucoup, Monsieur Draghi, pour ces éclairages sur le levier digital comme un levier de croissance, puisque dans le contexte actuel, c'est un impératif de croissance majeur pour l'officine. Merci pour ces éclairages, pour savoir comment faire dans le cadre de la Je réglementation. n'ai pas terminé quelque chose qui est très important. C'est aujourd'hui, la CNSC, c'est sur le point de dématérialiser les dossiers patients. Les dossiers patients dématérialisés, en fait, ce sont des dossiers maladie. Donc, qu'on le veuille ou pas, donc, dans très peu de temps, donc, je remercie le président du Conseil de l'Ordre qui m'a désigné pour aller justement travailler sur ce projet-là. Et donc, c'est un projet d'envergure. Et donc, dans très peu de temps, on va recevoir un numéro d'un patient. Et avec ce numéro, donc, on va avoir une ordonnance qui est numérique et qu'on va exécuter. Et on peut faire ce qu'on appelle la télétransmission directe. Donc, peut-être qu'on en parlera plus si vous avez des questions. Mais là, je vous donne Il y a beaucoup de choses à dire sur le levier digital. Merci beaucoup, Monsieur Draghi. Et merci, Monsieur Guedira, pour les initiatives portées au niveau du Conseil de l'Ordre par rapport au contexte actuel. Le résumé, c'est qu'il faut vivre avec son temps et donc faire évoluer les choses vers les impératifs de croissance. J'invite Monsieur Taoufik Draz à nous donner son témoignage par rapport à ce levier digital. Monsieur Draz, par rapport à votre pharmacie à Casablanca, comment vous avez utilisé la digitalisation pour croître, pour vous développer et pour viabiliser aussi économiquement votre pharmacie en tant que chef d'entreprise, au-delà que de professionnel de santé? Bonjour tout le monde, je vous remercie pour l'invitation. En fait, aujourd'hui, la digitalisation n'est plus un... Aujourd'hui, la digitalisation est quelque chose d'inévitable de par la digitalisation de notre quotidien, en fait. Toutes les actions sont amenées
à essayer de mieux gérer notre quotidien, à mieux gérer, bien entendu, notre officine et à essayer de gagner le plus de temps possible. Aujourd'hui, je vais rester terre à terre et je vais moi-même me poser une question. Sur les 10 000 pharmacies qu'il y a au Maroc, combien ont un ordinateur? Je pense que Sir Omar pourrait éventuellement nous dire, puisque son travail c'est de fournir un logiciel, il pourrait éventuellement nous donner cette donnée. Mais moi, je rencontre encore des pharmaciens qui n'ont pas d'ordinateur, des pharmaciens qui ont un ordinateur mais qui ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent que pour rentrer sur Internet, peut-être faire des recherches minimales, et ils n'ont pas de logiciel de gestion de leur officine. D'autres aussi, et ça c'est le palier supérieur, d'autres qui ont un logiciel de gestion mais qui ne l'utilisent pas en temps réel. Ça c'est aussi un palier à franchir. Et heureusement, beaucoup de pharmaciens aujourd'hui commencent à comprendre que le digital est quelque chose d'important à implémenter au sein de sa pharmacie, et que c'est quelque chose qui va leur permettre, au fait, de gérer mieux leur pharmacie, de gagner du temps en faveur ou bien au détriment de beaucoup de points importants dans leur pharmacie. Donc aujourd'hui, comme on est en train de parler de la croissance et du développement de l'officine, je pense que c'est quelque chose d'incontournable et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la sourde oreille ou ne pas voir en face la vague qui est en train d'arriver dans le digital. Et comment cela a impacté, puisque vous avez remarqué les bénéfices de la digitalisation au sein de votre officine, le fait d'avoir mis un logiciel de gestion ou d'avoir digitalisé le point de vente, qu'est-ce que cela vous a apporté concrètement? Écoutez, énormément de choses, énormément de choses. La gestion pointue du stock, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous faire fendre la marge de manière considérable. Si vous n'avez pas une gestion pointue du stock, des périmés, disons des avoirs fournisseurs, de peut-être aussi, pour aller un peu plus loin, le fait de savoir quelle est la rentabilité par gamme, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un stylo et une feuille. C'est quelque chose qu'il faut faire avec un ordinateur, avec un logiciel, de préférence un logiciel pointu et un logiciel qui va éventuellement évoluer avec le temps. Ceci dit, le volet digital ne comprend pas uniquement la gestion de l'officine avec un ordinateur, avec un logiciel. En fait, le volet digital, il est un peu plus vaste. Il faut parler aussi du côté réseaux sociaux. Oui. Aussi, c'est quelque chose qui peut apporter un plus aux pharmaciens d'officine, à condition, bien entendu, de respecter les lois en vigueur ou de faire évoluer les lois en vigueur. Et ça, c'est un appel que je lance à nos différents responsables pour qu'ils fassent évoluer nos lois en accord un petit peu avec ce qui se fait dans tous les autres commerces, dans tous les autres, disons, commerces, au fait. Il y a aussi autre chose, c'est le fait de pouvoir communiquer avec ses propres patients. C'est quelque chose de très important. Il faut qu'on puisse avoir, et comme a dit Sid Raji, il n'y a rien qui l'interdise. Il faut peut-être le recadrer, il faut peut-être qu'on puisse avoir les mêmes armes que nos concurrents qui sont aussi, qui ne sont pas les pharmaciens au fait. Il faut qu'on arrête de voir le pharmacien d'à côté ou bien le pharmacien de la ville ou du quartier comme étant son concurrent. Aujourd'hui, le chiffre, il est à récupérer au sein d'autres secteurs qui sont les supermarchés, avec le bucco-dentaire, avec l'orthopédie, avec la dermocosmétique et aussi la para. Il y a énormément de chantiers. Eux, ils peuvent faire certaines choses et on ne peut pas encore clairement les faire. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument très très vite réfléchir et qu'il faut mettre Parfait. en place. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Drez. Madame Didouche, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au levier digital pour votre officine? Qu'avez-vous fait par rapport à ce levier-là dans votre officine arabe? Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je rebondis sur ce que disait mon collègue, effectivement. Aujourd'hui, on voit nous-mêmes en tant que pharmaciens l'énorme service que ça nous a rendu, par exemple, de pouvoir bénéficier de la déclaration en ligne sans pouvoir se déplacer, sans avoir à se déplacer.
J'espère bientôt peut-être pouvoir suivre également le dossier numérique patient en ligne. Donc nos clients, de la même manière, devraient pouvoir bénéficier de cette souplesse au niveau de nos officines, en restant dans la légalité. Le système click and collect, par exemple, dont parlait Sidraji, effectivement, en temps de pandémie, on a eu beaucoup de gens en détresse qui cherchaient un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, une boîte ou n'importe quoi pour pouvoir envoyer une ordonnance. Ils n'arrivaient pas à joindre leur médecin, etc. Donc finalement, c'est l'environnement qui nous impose ses propres règles. Et comme l'a très bien souligné Sidraji, si on ne se positionne pas, on a vu les globaux proliférer. De toute façon, les segments, c'est un segment qui va être pris d'attaque par des personnes qui ne sont pas du secteur. Alors, à mon niveau, pour parler de la pratique de tous les jours, le logiciel que j'utilise me permet par exemple d'anticiper les ruptures. Et Dieu sait que c'est un temps précieux. Quand nous avons un client en face qui réclame un produit, au lieu de passer son temps pendu au téléphone à attendre le retour de la téléphoniste, maintenant je passe une commande online et j'ai la réponse dans les 30 secondes qui suivent. Donc ça, c'est un plus qui me permet d'être plus présente au comptoir, de dédier plus de temps à l'explication des ordonnances et moins de temps au back-office, par exemple. Comme disait Drez aussi, pour les gardes, ça permet d'anticiper nos stocks, nos volumes, etc., d'optimiser. Très bien. Voilà, c'est évident. Aujourd'hui, il faut une progression dans ce sens. On reviendra ensuite sur l'organisation de votre officine par rapport au plan stratégique. Mais avant, on va donner la parole à M. Dassouli par rapport à l'intervention sur le levier fiscal et financier, puisque aujourd'hui, la pharmacie, l'officine est aussi une petite entreprise. Donc, dont il faut gérer la comptabilité, la finance, la gestion financière. Alors, Monsieur Dassouli, par rapport aux enjeux dont nous ont parlé Monsieur Mansouri, Monsieur Draji, qu'est-ce que, par exemple, la généralisation de l'AMO va apporter sur le plan financier à l'officine et comment l'officine peut-elle s'y préparer? Je pense que la généralisation de l'AMO, et ça je l'ai pensé déjà dès le discours de Sa Majesté, va tendre dans un délai très court, entre 2, 3 ans, 4 ans, à doubler le chiffre d'affaires de la pharmacie. Et d'ailleurs, ce développement du chiffre d'affaires de la pharmacie, vous allez rigoler, mais on le voit déjà dans les déclarations mensuelles de l'année 2022. Déjà au départ, on a déjà des augmentations qui varient à peu près entre, je parle moi des dossiers que je gère, entre 10 et 12%. Donc, pour prévoir ce chiffre d'affaires important, de doublage de chiffre d'affaires, ou peut-être plus, parce que Quelques chiffres pour les officinaux, qu'est-ce que ça représente en patientèle à horizon 2025? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, une pharmacie moyenne, un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions de dirhams. Je dirais 2 millions de dirhams hors taxe, ce qui fait à peu près 2 180 000 en chiffre d'affaires toute taxe. Et qu'à l'avenir, dans 2-3 ans, la pharmacie moyenne sera de l'ordre de 4 millions, 4 millions 3. Mais ça n'empêche qu'il y a des pharmacies qui aujourd'hui font 15-20 millions de dirhams. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour ça, il faut que le pharmacien oublie ses anciennes habitudes. Il faut qu'il s'organise. La première chose est qu'il faut qu'il s'organise au vu, et même il faut qu'il s'organise aujourd'hui même. Parce que cette évolution va se faire très rapidement. Moi, j'ai toujours pensé que on va avoir le double. Aujourd'hui, on attend 7 500 000 nouveaux cotisants à l'AMO, au lieu de 1,3 million d'assurés aujourd'hui. Donc, pour être dans des chiffres très moyens, on va tendre vers le doublage des chiffres d'affaires, mais le pharmacien, il faut qu'il s'organise
aussi bien en matière de personnel. Donc, et la première chose que je conseille aux pharmaciens est de recruter ou des pharmaciens stagiaires ou des pharmaciens, peut-être même des pharmaciens associés. Aujourd'hui, avec la transformation, c'est possible de s'associer avec un deuxième pharmacien, un troisième, un quatrième, si vous voulez, vu que le nombre de pharmacies existantes ne sera plus suffisant pour répondre à la demande des clients. Et donc, par conséquent, il faut qu'ils s'organisent en matière de personnel, il faut qu'ils s'organisent en recrutant au moins un comptable à domicile. Et connaissant bien le métier, je connais très très peu de pharmaciens qui ont un comptable à domicile. Quand ils ont un comptable, quand ils ont quelqu'un qui les appelle comptable, c'est en général un coursier. Peuvent-ils peut-être se former à cette comptabilité, Oui, au moins à ces bases pour j'y comprendre? arrive parce que on a fait des tentatives avec Seb Hayashi il y a une dizaine d'années, mais malheureusement, on n'a pas eu de répondre. Pourquoi? Parce que moi, ça me faisait mal au cœur. Quand j'ai un pharmacien en face, je m'excuse, qui est incapable de lire son bilan. Moi, je suis prêt à parier avec n'importe qui que 95% des pharmaciens ne sont pas capables de lire leur bilan. Quand leur comptable leur présente son bilan, ils se contentent de signer quand ils signent, parce qu'en général, ils ne signent pas. On parlait de digitalisation, on parlait d'informatisation, on parlait de choses, et ce que disait Deleuze est exactement vrai. Vous avez des pharmaciens qui n'ont pas d'informatique. Or, je rappelle ici à tout le monde que le Code général des impôts oblige à avoir un système informatique. Demain, s'il y a une vérification aujourd'hui, eh bien, si la personne n'a pas de système informatique, il faut qu'il présente sa clé. Aujourd'hui, le vérificateur, il ne reste pas sur place. Et quand il se présente, il vous demande la clé de la comptabilité, il vous demande la clé du système. C'est tout. Lui, il a son ordinateur, il va à son bureau et il fait sa vérification à partir de la clé. Aujourd'hui, vous avez, comme a dit exactement ce qu'avait dit Deleuze, vous avez des pharmaciens qui ne sont pas informatisés, vous avez des pharmaciens qui ont un système informatique mais qui ne l'utilisent pas. On a beau répéter, heureusement qu'avec le temps, parce que qu'est-ce qui manque? Il manque en général un contact permanent avec le comptable. Or, le pharmacien a pris la mauvaise habitude d'il y a 50 ans. Moi, je connais la pharmacie fiscalement depuis 50 ans, depuis 52 ans. Eh bien, aujourd'hui, il y a des pharmaciens qui travaillent de la même manière qu'il y a 50 ans. Ça veut dire qu'ils se contentent de ramasser ses factures d'achat, son chéquier, son relevé bancaire, il le remet à son comptable. Une semaine avant la clôture, avant le 30 avril, et lui, après, il ne sait même pas ce qui se passe. Donc l'organisation comptable et financière est importante comme levier de développement. L'organisation comptable, en plus, en général, ils n'ont pas de compte client. Alors justement, j'allais venir au compte client par rapport à le doublement du chiffre d'affaires que vous dites va arriver avec la généralisation de l'AMO. Ça, je suis sûr. Voilà, il y a à peu près 22 millions de patients en plus à horizon 2025. Il y a peut-être, avec le tiers payant, le dossier maladie, certains pharmaciens ont un peu peur du risque de trésorerie. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez en bonne pratique de gestion financière pour les crédits fournisseurs, les crédits clients? Comment ils peuvent gérer ça pour assurer d'être un peu protégés par rapport à ce risque de trésorerie? Le risque de trésorerie est d'abord une bonne pharmacie qui est bien gérée peut se contenter de son crédit fournisseur. C'est clair et net. Avec la marge qu'il a, si c'est bien géré, il peut se contenter avec son crédit fournisseur s'il est bien géré avec ses clients.
Or, il n'y a pas de compte client. 99% de comptabilité, comme bilan qu'on me présente, le compte client est inexistant. Or, selon le Code général des impôts, selon le Code de commerce, selon le Code de la comptabilité, le pharmacien ou n'importe quel contribuable est obligé d'enregistrer ses écritures par ordre chronologique. Quand je dis chronologique, c'est-à-dire que quand ils vend un produit A maintenant, à l'heure déterminée, une minute après, s'il vend un autre produit, il faut qu'il l'enregistre. Or, qu'est-ce qu'il fait le pharmacien? Moi, je me tue, enfin, aujourd'hui, mes clients, je n'ai aucun problème avec eux, mais je me tue à dire aux clients, il faut faire des versements journaliers de votre recette à la banque. Or, vous avez j'ai vu, moi, des pharmaciens faire un versement par an. Sa comptabilité, du coup, elle est fausse. Alors, celui qui est vraiment organisé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un versement par mois. Avec un versement par mois, en cas de vérification, ça dure 2 minutes, puisque ces écritures sont fausses. Alors, je vais peut-être un peu vous titiller, mais ça veut dire qu'il a un statut de personne physique. Normalement, il a le droit de gérer sa trésorerie comme il le veut quand il est personne physique. Non. Personne physique ou personne morale. C'est là où tout le monde se trompe. C'est que la gestion de la comptabilité, toutes les déclarations fiscales, quelles qu'elles soient, sont gérées de la même manière en tant que personne physique ou en tant que personne morale. C'est là où tout le monde se trompe. Quand vous leur conseillez de se transformer en société, il vous dit 2 choses. Premièrement, quand je vais me transformer, je vais être vérifié, ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est clair. Moi, j'ai commencé à faire des transformations depuis 2011, c'est-à-dire la première année où le texte de la transformation est sorti. Je n'ai pas eu une seule vérification. Sur un nombre important, tout le monde sait que j'ai fait beaucoup de transformations et je n'ai pas eu une seule transformation. Pourquoi? Parce que les comptabilités sont bien tenues. Voyez? Mais il faut s'enlever de la tête qu'avec une personne, en tant que personne physique, on peut tout se permettre. Non, monsieur, c'est la même comptabilité. Là, vous êtes, quand on présente, parce que aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, vous savez très bien, je n'ai pas besoin de le répéter, aujourd'hui, la direction des impôts a un système des plus performants qui existe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans 1 an, dans 2 ans, l'administration fiscale n'aura plus besoin de rien. Elle a tout. Pourquoi elle a tout? Vous faites des achats, vous avez une facture, cette facture, elle passe automatiquement par le système des impôts. Et donc, le système des impôts peut retrouver tout. Donc, si je comprends bien, vous avez dit qu'en tant que SARL, on est mieux organisé comptablement. Oui, Donc, vous pensez que la transformation de personnes physiques à SARL est un levier, peut constituer un levier de développement? Quand on est en personne physique, qu'est-ce qu'on fait? Surtout si on fait moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Eh bien, on se contente de ramasser ces documents pendant toute l'année, on ne fait rien. On dépose, je parle des pratiques. Je me tue à dire, on est en 2022, on est en 2020. Et il faut changer de méthode de travail, il faut changer de processus, il faut changer de process. Aujourd'hui, on change. Donc, ce qui fait que les gens quand ils croient qu'en tant que personne physique, et qu'est-ce qui arrive en plus? C'est que quand ils arrivent à un chiffre d'affaires approchant les 2 millions de dirhams, cette personne va se détruire elle-même en restant dans ce tourbillon de 2 millions de dirhams. Alors d'abord, il n'évolue pas. Il fait toujours possible, ou par des achats sans On a la facture, chance d'avoir 2 pharmaciens d'officine avec nous qui ont fait leur transformation personne physique à SARL. J'aimerais bien voir votre témoignage, Madame Didouche, par rapport à cette transformation. En quoi cela a été un levier pour vous développer facilement, et qu'est-ce que ça vous a apporté? Si vous pouvez transmettre le micro, merci Monsieur Tessoul. Donc, effectivement, comme Didi a très bien souligné Sid Dassouli, c'est structurant parce que nous sommes obligés de rendre des comptes beaucoup plus régulièrement.
Sur le plan de l'IS, il y a une légère, disons, on paye un petit peu moins cher qu'à l'IR. Ça, le taux est plus intéressant. Ça dépend de la fourchette de chiffre d'affaires, mais en général, on gagne quand même 2 ou 3 points par rapport à l'IR. Autre chose, le pharmacien est un salarié, peut être salarié de son entreprise. Donc, avant que cette nouvelle disposition de la loi mette les pharmaciens en personnes physiques, l'AMO pour les personnes physiques, donc c'était déjà quand même un avantage de pouvoir avoir un salaire, plus une retraite, donc une sécurité financière, un coussin quand même pour les vieux jours. Ensuite, vous avez à la fin de l'année une distribution des dividendes, donc c'est quand même un revenu aussi sur lequel vous pouvez tabler. Sur le plan fiscal, je pense que c'est une très bonne formule. C'est intéressant. Merci pour votre témoignage. Si vous permettez, du moment qu'on parle de la transformation, je vais vous prendre 2 minutes pour compléter quand même. Moi, j'ai toujours dit depuis le début de la transformation en SARL que le gain est le plus important et la non-imposition de la plus-value sur fonds de commerce, sur l'évaluation du fonds de commerce. Quand on fait une transformation de la personne physique à la personne morale, la première chose qu'on fait est l'évaluation du patrimoine de la pharmacie en tant que personne physique. Vous avez des pharmacies, quand vous prenez leur bilan, vous allez trouver un total actif de 200 milliards. Quand on fait une réévaluation de l'actif des bilans avec la réévaluation du fonds de commerce, on arrive des fois à 25 millions de dirhams. Moi, je me rappelle que j'ai fait une transformation d'une pharmacie à 25 millions de dirhams. Or, quand vous prenez son bilan avant, son bilan était de 2 millions de dirhams. Or, cette plus-value, la valeur du fonds de commerce à la date de la transformation n'est pas imposable et ne sera jamais imposée. Alors, on va prendre un chiffre très simple. On prend une pharmacie de 2 millions de dirhams. Quand on va évaluer son chiffre d'affaires, son fonds de commerce, ça sera quelque chose aux alentours de 4 millions de dirhams. S'il a créé son officine, eh bien, ce 4 millions de dirhams ne sera jamais imposé. Cette personne que j'ai transformée à 25 millions de dirhams, il a vendu sa pharmacie, il n'a pas payé un centime sur 25 millions de dirhams. C'est bon à savoir, merci Monsieur Dessouli. Alors Monsieur Draz, j'aimerais bien que vous nous parliez Monsieur Dessouli nous parlait de la gestion financière au niveau du crédit client, du crédit fournisseur. Quels sont les indicateurs financiers qui vous permettent de gérer au mieux le risque de trésorerie au niveau de votre officine aujourd'hui? Et quels sont les indicateurs dont vous allez continuer à suivre avec la généralisation de l'AMO et la multiplication des patients? Écoutez, au quotidien, on a eu tous notre période où on se réveillait le matin, on partait à la pharmacie et on faisait le train-train de tous les jours. À savoir gérer la petite ampoule qui est grillée, l'impératif d'avoir de la monnaie, le fait que les sachets en tissu, on les a plus. Et ça, c'est des choses qui sont importantes jusqu'à une certaine mesure, mais qui nous font oublier un petit peu tout ce côté gestion qu'il faudrait mettre en place selon des process qui sont bien clairs. Avec Sid Dessouli, on a eu, depuis que je suis chez Sid Dessouli depuis un certain nombre d'années, il y a un process que Sid Dessouli a implanté au sein des pharmacies qu'il a dans son cabinet, et qui est un tableau de bord quotidien qu'il faut avoir. Il faut avoir tous les jours le chiffre d'affaires, les achats, la caisse, la différence entre la caisse réelle et la caisse informatique. Il y a toute une série de process. Ça, je vous parle des process journaliers, mais il y a des process mensuels. Il y a les avoirs à mettre en place. Et il faut que tout ça soit selon un process. On ne peut pas juste dire oui, je contrôle les avoirs un jeudi parce que je me suis rappelé qu'il fallait contrôler les avoirs. Je vais me lever et je vais me dire aujourd'hui, c'est les avoirs parce que j'ai rien à faire, parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas les devoirs avec les enfants. Non, il faut avoir un jour qui est fixe, d'accord? Et ce jour, il est fixé selon un tableau de bord mensuel de toute une série d'actions et de process qui vont permettre au jour le jour
de gérer sa pharmacie. On ne peut pas se réveiller le matin et dire, voilà, je gère correctement ma pharmacie. Non, moi, je sais que ça, c'est plus important que ça, alors que tous ces points sont importants. Parfait. Oui, effectivement, M. Dessouli a un tableau de bord vraiment intéressant. Et toute pharmacie, après, les tableaux de bord ne sont pas forcément uniques. Chaque pharmacie peut faire son tableau de bord en fonction de son activité, en fonction de la segmentation de ses produits, de la segmentation de ses patients. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des indicateurs phares qu'il faut faire de manière journalière, qui sont la caisse, le chiffre d'affaires, les achats, etc. Je donnerai la parole maintenant à M. Bennana et M. Foun, suivi ensuite de M. Founoun. Alors, M. Bennana, nous souhaitons adresser avec vous un autre levier qui nous semble important pour le nouveau modèle économique de la pharmacie, qui va lui permettre un positionnement stratégique clé, qui est la formation managériale de l'officine. Alors, M. Bennana, à votre avis, pourquoi le pharmacien doit-il absolument se former, que ce soit en formation managériale ou en formation de niche, pour le développement de son officine? À vous la parole. Je vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Et la réponse à votre question passe à travers une réponse à la question générale. Pourquoi le management en général? Le management est justifié, et la formation en management est justifiée parce que l'environnement est complexe et il est de plus en plus, et parce que l'environnement est incertain. Aujourd'hui, il n'est pas possible de piloter sa structure, son entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son segment d'activité, de la piloter avec le modèle intuitif, le modèle, je dirais même approximatif, au gré des circonstances. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit avoir des outils pour chaque situation, pour piloter l'ordinaire et le quotidien, mais aussi planifier le développement de sa structure pour ne pas être dépassé très rapidement. En off, on discutait, j'aimerais bien partager ça aussi avec le public, on discutait de la difficulté de gérer des structures complexes ou des organisations complexes, et on avait évoqué la différence par rapport aux structures complexifiées. C'est une nuance que je lève toujours, parce qu'une structure complexe est une structure de nature complexe, c'est-à-dire il y a beaucoup de processus qui sont imbriqués, qui interagissent, etc. Et l'évolution aussi peut être, va avec la complexité croissante, mais on est toujours dans le système complexe. Le système complexifié, c'est un système qui peut être de nature de naissance simple, mais qui va se complexifier au gré de contraintes, de difficultés, de choses qui évoluent. Et ce qui est très difficile avec un système complexifié, c'est de prédire un peu l'évolution. Ça veut dire qu'on doit être vigilant tout le temps, qu'on doit essayer d'être adaptatif tout le temps. On ne peut pas imaginer un outil constant, stable, et on va se dire, oui, j'aurai à chaque fois ce résultat. Pourquoi j'évoque tout ça? J'évoque ça parce que la pharmacie combine les deux. Le métier de pharmacien, et particulièrement la pharmacie d'officine, combine les deux aspects. Parce que notre métier de pharmacien, est essentiellement pharmacien d'officine, parce qu'il est face à la population. Donc quand on dit gérer sa relation avec le client, on est en train de parler de tous les citoyens, avec tous leurs profils psychologiques, leurs conditions socio-économiques, etc. Et donc c'est un système qui est complexe de nature, mais on l'a bien vu, il ne fait que se complexifier davantage, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment, il combine ces deux difficultés. Et donc le pharmacien aujourd'hui, si on comprend bien, il évolue dans ce système un peu complexe et complexifié, et il doit adresser plusieurs problématiques à la fois, d'ordre scientifique mais aussi managérial. Donc il a cette double casquette qui est importante. Quel type de formation managériale préconisez-vous aux pharmaciens pour qu'ils se préparent à son développement? C'est une excellente question. Moi, ça fait, je dirais, une vingtaine d'années que j'assiste à des formations. J'assure moi-même quelques formations. Et je vois certains visages revenir et revenir. Et je me dis, entre le jour J0 de la décision de se former et aujourd'hui, que sont devenus leurs profils? En fait, il y a un constat amer à faire, peut-être pour qu'on puisse changer les choses très rapidement. Et je reviendrai au retour d'expérience de nos deux pharmaciens ici présents
qui est pertinent dans un sens et j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur ce point qui est fondamental. En fait, on constate qu'on s'est formé au gré de contraintes, au gré de difficultés. Quand il y a une disposition, par exemple fiscale qui arrive, ben, on va se dire, ouais, allez, faisons une formation en fiscalité pour qu'on puisse... C'est-à-dire qu'on est réactif, on réagit à des contraintes, on réagit à des situations, on n'est pas proactif. Être proactif, c'est se dire, moi, mon profil, excusez-moi si je fais le détour pour répondre à votre question, c'est pour dire que c'est une formation qui dépend de tout un chacun. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles et surtout, quelle est sa vision, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut devenir d'ici 5-10 ans et l'expérience, on en parlait tout à l'heure avec Sidrez. Et donc, la réponse à cette question me permet de dire qu'est-ce que je dois renforcer, comment je peux me préparer à ce que je veux devenir et puis à gérer les contraintes. Merci, M. Benana. Et justement, M. Drez, j'aimerais bien que vous nous expliquiez le témoignage de votre formation. Alors, vous avez dû fixer des objectifs stratégiques afin de savoir quel type de formation était les plus pertinentes pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure, de cette bonne habitude, de cette bonne pratique qu'est le plan stratégique de votre officine? Écoutez, j'ai eu l'occasion de par le passé, avec ma petite expérience, de connaître des entrepreneurs qui ont très très bien réussi dans d'autres domaines d'activité et qui m'ont un petit peu appris à établir un plan stratégique sur 5 ans. Et ce plan stratégique, de mon point de vue, il est impératif, il est très important à mettre en place pour avoir toujours des guidelines et pour être sur la bonne voie par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des fois l'impression qu'on est en train de faire des choses pour la pharmacie, et quand on va gérer des petites choses, et on oublie l'essentiel, parce qu'au fait, on n'a pas les grandes lignes qui vont nous animer à faire développer, à faire progresser, à faire croître cette pharmacie. Moi, si je peux me permettre, je pense que tout pharmacien devrait, qu'il ait une petite pharmacie, une moyenne pharmacie, une grande pharmacie, devrait un jour prendre une demi-journée ou bien 2 heures, s'asseoir avec lui-même ou bien avec quelqu'un qui a l'habitude de faire ce plan stratégique et de mettre en place où il se voit dans 5 ans. Et donc, après, quand on se projette sur comment on se voit d'un point de vue professionnel ou même personnel sur 5 ans, on peut distiller cela en projet annuel, projet biannuel, projet sur 3 ans et projet sur 4 ans. Et mettre en place un petit peu toutes les choses à même de nous permettre de développer la pharmacie et de faire en sorte que notre pharmacie elle puisse se développer même dans un environnement qui n'est pas forcément rose, qui n'est pas forcément facile. Tant qu'on n'a pas fait, de mon point de vue, ce plan stratégique, on va rester dans le flottement, et on va rester dans la gestion du quotidien, dans la gestion de l'urgent rapide qui ne va servir pas à grand-chose pour le développement de la pharmacie à long terme. Alors, ce plan stratégique vous a permis d'avoir une pharmacie en plein essor. Comment vous avez, suite à ce plan stratégique et à vos objectifs, comment vous ont-ils permis de faire de la concurrence sur d'autres produits que le médicament, comme les produits para, dermocosmétiques? Comment vous avez pu tirer votre épingle du jeu grâce à ce plan stratégique et à la formation notamment? Écoutez, rien ne remplace la formation. Et j'espère qu'avec Easycom, on va avoir beaucoup de pharmaciens en cours dans le futur pour qu'on puisse être de meilleurs gestionnaires et de meilleurs pharmaciens d'officine. Mais au fait, votre question était sur le fait de comment cela m'a permis de pouvoir me placer d'un point de vue concurrence. Au fait, j'avais fait une formation il y a quelques années qui s'appelait Empretec et qui m'a permis un petit peu, c'était une formation qui n'était pas destinée aux pharmaciens mais qui était destinée aux entrepreneurs. Et un des modules qu'il fallait absolument implanter dans cette formation et qu'il fallait absolument dominer, c'était la recherche d'informations. Et au fait, cette recherche d'informations, il faut la faire quand on est pharmacien auprès de ses concurrents autour. Et ces concurrents, comme je vous ai dit au tout début, ce ne sont pas
des pharmaciens d'officine. Parce qu'au fait que peut-être la pharmacie d'officine d'à côté n'est pas aussi développée que vous. Donc ça n'est pas vraiment un concurrent pour vous, mais plutôt la parapharmacie d'à côté, le supermarché d'à côté. Aujourd'hui, on a le lait 3e âge, par exemple, qui est en vente libre chez le BIM qui est en face de vous, chez le Marjan. Et donc, il faudrait que vous puissiez aller là-bas et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer. Et que vos clients ne partent pas chez ces grandes surfaces pour qu'ils puissent acheter le dentifrice, le lait, ne serait-ce qu'en proposant une offre ponctuelle pendant une petite période où vous allez peut-être sacrifier de votre marge, mais vous n'allez pas perdre votre client et vous allez pouvoir toujours être la pharmacie fidèle de ce client. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est que vous avez suivi une formation d'entrepreneur et pas de pharmacien. Donc, cette double casquette, en fait, c'est ce qui vous a un peu sauvé, en fait. Absolument, absolument. Merci. Alors, je donnerai la parole également à monsieur Rachid Founoun, qui nous vient de l'OFPPT et qui, pouvez-vous nous présenter un petit peu quels sont les mécanismes qui vont faciliter l'accès aux pharmaciens d'officine à ce genre de formation managériale d'entrepreneurs qui vont leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Oui, alors bonjour tout le monde. Pour parler de l'OFPPT, je pense que tout le monde connaît l'OFPPT, mais l'OFPPT est en train de changer et d'évoluer. On est sur une nouvelle stratégie. Maintenant, on est en train de construire ce qu'on appelle les cités des métiers de compétences. C'est des grandes cités de formation, c'est des grands campus qu'on est en train de construire. On va en construire 12, une par région. Et ces campus, ces cités de formation, avant de les mettre en place, avant d'avoir la structure, on a fait tout un travail d'étude, de prospection et d'analyse. Et justement, nous avons contacté votre association et beaucoup de pharmaciens comme vous ont participé à nos enquêtes et nous ont donné leur avis et ce que nous avons tenu compte. Et je peux vous assurer que bientôt, on va ouvrir de nouvelles filières liées au métier de la santé. Et ça, c'est nouveau au niveau de la OFPPT. En plus de ce qu'on fait d'habitude dans le domaine de l'informatique, dans le digital, etc. Donc bientôt, on va former même dans le métier du laboratoire et de métiers liés à la santé. Donc, quand on forme quand on forme des jeunes sur ce type de formation, c'est évident qu'ils sont destinés à travailler pour vous bientôt, sachant que le besoin, il existe. Comme on discutait tout à l'heure avec M. Derez, je sais qu'il y a un grand besoin. Et là, on est là pour y répondre. C'est ça notre rôle au niveau de l'OFPPT. Et nous sommes prêts à écouter et à aller de l'avant et même trouver d'autres filières et inventer d'autres façons de faire. Donc ça, c'est au niveau de nos lauréats que vous pouvez recruter. Et je sais qu'il y a le besoin. Il y a les métiers liés à la santé, mais il y a aussi les autres métiers sur lesquels on forme depuis longtemps, à savoir le digital, le développement digital, l'infrastructure digitale, en plus des autres métiers qui sont liés aussi aux pharmacies, la comptabilité, la gestion, le commerce, l'accueil client, etc. Tous c'est des métiers sur lesquels on forme des jeunes que vous pouvez recruter le moment venu. Ça au niveau de nos éléments, de nos élèves ou de nos stagiaires. Au niveau de la formation continue, là aussi nous avons tout un service parallèle. Nous donnons aussi de la formation, c'est le service que je représente, service formation continue au niveau de la région de Casablanca. Donc nous donnons de la formation en fonction des besoins qui existent ou bien qui sont déclarés. On va dans les entreprises ou bien... En fait, moi, je n'ai jamais travaillé directement avec des pharmacies, mais ça peut se faire. En général, on va dans les entreprises, on écoute leurs besoins et après on leur propose des formations qu'on vient nous-mêmes, avec nos formateurs, réaliser ces formations. Est-ce qu'il y a des mécanismes de remboursement pour l'accès à ces formations? Tout à fait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces mécanismes de remboursement? Alors, le mécanisme de remboursement, c'est un système qui s'appelle les contrats spéciaux de formation. Donc, c'est un service au sein de l'OFPPT qui a pour principe de rembourser les frais de formation à hauteur de 40 ou 70%, en fonction de la procédure. Je vais expliquer brièvement pourquoi 40, pourquoi 70%. C'est-à-dire toute entreprise ou bien toute officine, comme c'est votre jargon, toute officine, pour faire de la formation à son personnel, il y a deux façons de faire. Ou bien, c'est ce que nous préconisons au niveau de
de l'OFPT, c'est de passer par une étude et voir quels sont les besoins de tout le personnel, de tous les salariés de l'entreprise. Moi, je vais parler d'entreprise. Tous leurs besoins, informatique, sécurité, secourisme, gestion, commerce, comptabilité, finance, etc. Donc, c'est une étude qui aboutit à un rapport on appelle un rapport d'ingénierie. Et ce rapport aboutit à un plan de formation. C'est un ensemble de formations planifiées dans le temps. Et toutes ces formations, on appelle ça formation planifiée, sont remboursables à hauteur de 70%. Parfait. Voilà le processus. Merci. Sinon, c'est 40%. Voilà, brièvement. Monsieur Benana, vous souhaitez rebondir et puis Monsieur Draz ensuite. Je souhaite juste apporter une précision et peut-être attirer l'attention sur un piège fondamental, je dirais. C'est qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai vécu 2 situations dans lesquelles j'ai des excellents pharmaciens, mais qui n'arrivaient pas en fait à déployer leur savoir et leur savoir-faire, parce que quand ils sont dans le milieu de travail, l'environnement est différent et la réalité terrain est différente. Et ils n'arrivaient pas justement à déployer le savoir-faire théorique qu'ils avaient. Et d'ailleurs, il y a une anecdote en fait. Il y a un pharmacien qui m'a dit, ayant constaté que j'étais pas content de son problème de compétences pratiques, il me dit: est-ce que, professeur, vous voulez que je vous montre mes notes de la faculté? J'ai dit: pas besoin, je sais que si vous avez votre diplôme, c'est que vous avez eu de bonnes notes. C'est pour dire que je suis un bon pharmacien. Mais le pauvre, c'est vrai que c'était un excellent étudiant, il avait d'excellentes notes, mais le terrain est différent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la pharmacie est un métier. Et on a perdu peut-être de vue quelque chose de fondamental. C'est bien de former sur les outils, c'est incontournable. Mais accompagner et faire du compagnonnage, vous savez, le couturier d'il y a longtemps, on apprenait chez un couturier, un apprenti, et on apprenait justement par cet accompagnement. Et les métiers ne devraient pas ignorer ce point-là et de mettre les gens dans le terrain accompagnés, qui leur permettent justement de leur montrer comment ils peuvent déployer le savoir qu'ils ont acquis. J'ai même eu des pharmaciens sur des sites où on avait besoin de pharmaciens managers, parce que c'était des sites où on gérait des équipes, on gérait de gros budgets, etc., et qui avaient fait de grandes formations, qui ont de grands diplômes de management, mais qui n'arrivaient pas à déployer. C'est au gré de certaines circonstances où ils me disent: ah oui, mais ça c'est la théorie X, oui c'est vrai, on l'avait vu, etc. Mais si vous l'avez vu, c'est que vous devriez être capable de déployer. C'est-à-dire que ces 2 points-là, si on ne fait pas attention, on va former des gens, on va leur bourrer le crâne avec des théories, avec des concepts, etc., qui ont donné leurs preuves, mais qui n'arriveront pas à déployer dans leur vie quotidienne. Merci, Voilà. Monsieur Benana. En fait, c'est pour ça qu'on parle de formation-action. Donc, la formation par l'apprentissage sur le terrain qui mixe un peu la théorie et la pratique. Et surtout que sur le terrain, ils doivent être surtout accompagnés de seniors et surtout De de coachs, modèles peut-être et de qui ont consultants fait et de leurs modèles. preuves. Hein, donc, Exactement. voilà, donc Madame c'est juste ça. Didouche, vous souhaitez intervenir au sujet de la formation? Merci. Je voudrais juste, donc dans le même sillage que ce que dit le professeur Benana, je trouve qu'aujourd'hui c'est primordial que le pharmacien s'inscrive dans des sociétés savantes, justement où il va partager son savoir, où il va militer pour une image du pharmacien comme rôle acteur santé incontournable et qu'il fasse savoir qu'il est compétent dans certaines matières. Par exemple, le dépistage du diabète, comme ça a été fait sous l'égide de la SMVAO, donc Société marocaine de valorisation de l'acte officinal, qui a eu, voilà, présidée par Madame Aïcha Zaï, que je vois derrière, que je salue, et qui répond à un besoin de la population d'être accompagnée. Et nous, par exemple, les pharmaciens qui avons participé à cette expérience, nous avons vu clairement un retour de la population les 2 ou 3 jours qui ont suivi pour prendre plus d'informations sur le diabète, sur les complications. Donc aujourd'hui, il y a une intelligence collective à avoir en tant que pharmacien. Il faut arrêter d'être chacun dans son officine, derrière son petit comptoir, à faire ses petits calculs et faire ces petites choses. Il faut se mettre en réseau, c'est très important. Parce que sans ça, la survie du groupe, c'est de toute façon dans l'espèce, que ce soit animale ou humaine, il y a toujours eu une survie en groupe. Et comme disait Sidrez, il faut arrêter de se tirer dessus. Le concurrent, c'est la grande surface, c'est la parapharmacie.
Et il faut reprendre, récupérer notre cœur de métier, qui est le conseil et l'accompagnement. Et je pense que ça peut se faire que grâce à la formation continue et au sein de sociétés savantes. Voilà. Donc le nouveau modèle économique, pour vous, doit être drivé absolument par l'approche collective, Oui. par l'intelligence économique collective, la recherche d'informations, comme a dit M. Draz, M. Draji. C'est important, en fait, de vous faire un lobbying des pharmaciens pour les pharmaciens et faire de la coopétition et non de la compétition. Je ne sais pas si mon confrère veut rajouter quelque Monsieur chose. Draz, si vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce point, et puis nous clôturons la séance pour vous donner parole, cher public, pour vous poser quelques questions à nos experts. Non, je voulais dire que le rendez-vous a été pris. Moi, je suis ravi que Sylphonoun soit là. Le rendez-vous a été pris avec lui parce qu'au fait, moi, je peux assurer tout le monde que, et je pense que dans les groupes WhatsApp, tout le monde le voit, il y a un besoin énorme en collaborateurs et en préparateurs en pharmacie aujourd'hui. Et donc, moi, je suis très content de la présence d'El Sylphonoun. Le rendez-vous a déjà été pris. On s'est déjà donné les emails. On va très certainement le contacter la semaine prochaine avec un groupe de pharmaciens actifs qui veulent un petit peu œuvrer à trouver ces solutions pour ce besoin en préparateur en pharmacie et peut-être ouvrir aussi la possibilité de former et les pharmaciens et les collaborateurs déjà recrutés chez nous. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant et je suis ravi qu'il soit ainsi. Merci, M. Draz. Alors, nous n'avons plus qu'une minute. Nous sommes juste au niveau du timing si on veut donner la parole au public. Cher public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les notifier afin de pouvoir gérer l'audience. Oui, vous pouvez conclure, M. Founoun, puis M. Dessouli, en 1 minute, s'il vous plaît. Comme ça, on donne la parole au public. Merci. Allô, oui, je serai très bref. En parlant de financement, de mécanismes de financement, je ne vais pas parler d'un point, ce qu'on appelle les formations groupées. Donc là aussi, c'est une opportunité quand il s'agit d'une association professionnelle telle que la vôtre. Là, pour vous regrouper au sein de l'association professionnelle et faire une ingénierie groupée, et toutes les formations seront groupées. Et l'avantage de ce point-là, c'est que toutes les formations seront gérées par le tiers payant. C'est-à-dire, quand vous ferez appel à un opérateur de formation pour donner cette formation, les participants n'auront à payer que la différence. La différence de 60%, c'est ça. Voilà, quand il 30%. N'aura payé que 30%. 70% qui sont voilà, ça sera géré par le tiers payant quand il s'agit de formation, ce qu'on appelle formation groupée. Parfait. Bon merci beaucoup, M. Fouloun. M. Dessouli, pour conclure, et puis à vous, cher public. Moi, j'insiste sur le fait que, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, la formation du pharmacien, ne serait-ce que minime, en matière de fiscalité, en matière de comptabilité, est très importante. Parce qu'on n'oublie pas que le pharmacien est un entrepreneur. Il est commerçant comme tout le monde. Il a des obligations comptables et fiscales. Et donc, par conséquent, il ne faut pas oublier aussi que la fiscalité est quelque chose de très important dans une entreprise. Le fisc est pratiquement un associé de tout entrepreneur. De tout entrepreneur. Où il est à un pourcentage de 38, 40, 50%, ou il est à un taux de 10 ou 15%. C'est pour ça que nous avons placé la finance au centre de ce débat, si vous avez remarqué. Donc, une formation dans ce domaine est très importante. Alors, vous souhaitez, cher public, si vous avez des questions, Monsieur Guédira, est-ce que vous pouvez transmettre le micro à Monsieur Guédira, s'il vous plaît? Oui, merci Madame. Je souhaite juste solliciter Monsieur le représentant de l'Office de formation. Nous sommes dans un pays où il y a un taux de chômage extrêmement important, mais vous avez en face de vous une profession pauvre en matière d'assistant. Et on avait fait la proposition de nous donner à nous-mêmes un certain nombre de candidats, des bacs plus 3, des bacs plus 4, pour qu'on s'occupe nous-mêmes de leur formation sans suite. Et donc c'est une idée que je vous propose. En dehors de ça, en matière de formation continue, et là je vais un petit peu élargir la discussion. Certes, aujourd'hui on n'a eu que le côté économique de l'officine. Le Conseil national de l'ordre souhaite introduire dans la loi l'obligation de la formation continue
notamment en matière scientifique et académique, parce que nous sommes quand même dans une profession, dans un métier qui évolue énormément, et donc on souhaite quand même que la communauté pharmaceutique soit au niveau de cette avancée et de cette évolution. En dehors d'une dernière chose, je souhaite proposer à mon ami Siouns Bellayachi que ce genre de débat d'une qualité extraordinaire soit un petit peu ramené vers les régions. Et donc une tournée sur les régions du Maroc serait souhaitée pour qu'on puisse quand même partager avec l'ensemble de la communauté pharmaceutique. Et je vous remercie, madame. Merci à vous, Monsieur Guédira, pour cette très belle ouverture. Et merci à nos experts pour leur intervention de qualité. Je les laisse répondre donc, par rapport à la question de Monsieur Guédira sur la formation. Bien sûr. Continue. C'est vrai, ce genre de formation liée à la santé, on ne le faisait pas à l'OFPT jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais je peux vous assurer qu'on a tenu compte de votre besoin. Et c'est des formations qui vont démarrer l'année prochaine. Je n'ai pas le terme exact, mais je sais que c'est des formations, plusieurs modules qui sont liés au métier de la santé et au métier de la pharmacie. Je sais, ça c'est sûr, au niveau du laboratoire, le préparatoire laboratoire, ça c'est sûr, ça va être mis en place à partir de l'année prochaine. Mais c'est vrai, vous avez raison, avant ça n'existait pas. Monsieur Emery, vous souhaitez poser une question? Ah pardon. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, c'était riche et intéressant. Je veux juste m'adresser à M. Founoun pour vous dire qu'en 2018 et en 2019, on avait, en tant que syndicat des pharmaciens de la Wilaya du Grand Casablanca, on avait reçu des collègues à vous de l'OFPT et on avait établi même des contrats pour pouvoir démarrer tout ce que vous êtes en train de dire. Les 70% et le syndicat devait prendre en charge les 30%. On s'était mis même d'accord sur toutes les formations, mais jamais ils n'ont donné suite. C'est-à-dire qu'on est parti jusqu'à la signature du contrat et puis c'est resté lettre morte. J'espère que ça va changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement ça devrait aller. L'OFPT, c'est pas... Bon, le rôle de l'OFPT, ce n'est pas lui de faire l'ingénierie de la formation. Le rôle de l'OFPT, c'est pour accompagner les associations professionnelles telles que la vôtre pour mettre en place un montage financier et clarifier les procédures. Mais l'ingénierie de la formation, pour des formations groupées, comme vous dites, ça, ce n'est pas le rôle de l'OFPT, c'est le rôle de l'association professionnelle de le mener. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, on ne va pas revenir en arrière. Contactez-moi quand vous voulez, avec plaisir. Merci, M. Founoun. Chers pharmaciens, est-ce que vous avez d'autres questions pour nos experts? Personne parmi l'audience. Merci beaucoup à nos chers experts. Je vous donne la parole, M. Guédira. Si vous souhaitez clôturer cette session, ce sera avec un immense honneur pour nous. Fidèle à ses habitudes, Siouns Bellayachi nous invite systématiquement à des formations de qualité. Je le remercie au nom de toute la communauté pharmaceutique et je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et je reviens sur ma proposition de tout à l'heure. Je souhaiterais quand même qu'on fasse un petit peu de formation de proximité pour les pharmaciens des autres régions du Maroc. Et je vous remercie. Ce n'est pas tombé dans une oreille sourde, vous inquiétez pas. Merci, chers intervenants. Merci, chère audience. Juste après ce plateau TV, nous allons faire une petite présentation succincte de la plateforme Pharmacien Manager qui appuie justement ces leviers de développement. Donc, pour ceux qui souhaitent rester parmi nous, nous démarrons dans 10-15 minutes.